Qu'est-ce qu'une classe populaire? Le peuple est-il même une classe? Quelles limites à cette détermination du populaire? Quels critères d'identification? Le populaire relève-t-il d'un pouvoir d'achat, d'une culture, d'une volonté identitaire? Si la bourgeoisie semble manifester une conscience de soi très forte, si le peuple, s'engageant politiquement dans un parti de classe notamment, paraît lui aussi savoir qui il est, qu'en est-il de cette population dite populaire, qui ne se dit peut-être pas telle, ou du moins qui n'utilise pas forcément le terme? Les classes populaires disent-elles « nous, le peuple ». Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons choisi d'inviter donc deux spécialistes. Isabelle Coutan, d'abord, vous êtes sociologue, vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'EHESS et à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Vous avez étudié les transformations des classes populaires à partir d'enquêtes ethnographiques menées à Saint-Nazaire, dont vous êtes originaire, puis dans la région parisienne. Vous avez notamment publié sur ce sujet Délit de jeunesse en 2005, puis, avec Marie Cartier, Olivier Masclet et Yasmine Ciblot, La France des petits moyens, et avec les mêmes, une synthèse sur les classes populaires aux éditions Armand Collin. Vous avez soutenu votre habilitation à diriger des recherches à l'Université de Nanterre en 2018, ce qui a donné lieu à un ouvrage important, Les migrants en bas de chez soi, qui porte sur les effets de l'arrivée de migrants, de centaines de migrants dans un quartier populaire du nord-est parisien. Et enfin, vous avez fait vos classes préparatoires à Nantes, au lycée Guisteau, et nous sommes d'autant plus heureux de vous accueillir aujourd'hui. Thierry Guidet, vous êtes journaliste, vous avez suivi des études de lettres supérieures, puis de philosophie à Rennes. C'était pas au lycée Guisteau, désolé. On ne peut pas tout faire. Hein. Diplômé du Centre de formation des journalistes de Paris, vous entrez en 1977 au quotidien Ouest-France, où vous travaillez pendant une vingtaine d'années, avant de devenir directeur de la formation continue à l'École supérieure de journalisme de Lille. Vous quittez cet établissement pour fonder à Nantes, en 2007, la revue Place Publique, et vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, notamment consacrés à Nantes et à sa région, et pour ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, de deux textes importants. Tout d'abord, une histoire populaire de Nantes, en 2017, et en 2019, une histoire populaire de la Bretagne. Alors nous allons commencer dans un premier temps par vous entendre, Isabelle Coutan, essayer de nous présenter au fond quelle peut être l'approche des sciences sociales, quelle définition les sciences sociales pourraient-elles donner de ce concept de peuple, si du moins elles l'utilisent, à la suite de quoi je passerai la parole à Thierry Guidet pour entamer un débat entre vous. Merci. Je vous remercie. Merci Olivier Dequens de m'avoir contacté. Merci au lieu unique et puis à l'association Philosophia de m'avoir invité. Il me semble que le peuple n'est pas une notion qui est très mobilisée par les sociologues et quand elle est utilisée, dans certains textes, quelques lignes plus tard, en général, elle est associée à la notion de populaire et très vite aussi de classe populaire. Et l'enjeu, en tout cas pour les sociologues qui s'intéressent aujourd'hui au populaire, c'est de savoir si on peut toujours parler de classe populaire et de chercher à préciser quels groupes sociaux exactement cette catégorie recouvre, à quelles conditions sociales, à quel style de vie, à quelle représentation du monde le populaire envoie-t-il aujourd'hui. Alors, la catégorie de classe populaire, elle est utilisée depuis longtemps par les historiens, mais elle s'est diffusée dans la sociologie française seulement à partir des années 1970. Auparavant, les sociologues s'intéressaient essentiellement à la classe ouvrière, en lien avec un contexte politique et intellectuel plus général qui accordait à la classe ouvrière une place prépondérante dans les rapports sociaux. Et donc dans les années 50 et 60, le nombre de sociologues qui s'intéressaient au monde ouvrier était tel qu'on pourrait presque associer la sociologie de l'époque à la sociologie du monde ouvrier. Mais cette sociologie qualifiée ensuite d'ouvriériste était essentiellement tournée vers les ouvriers qualifiés de la grande industrie et vers les militants, donnant une représentation partielle d'un peuple homogénéisé, unifié et politisé. Cette sociologie des années 50 et 60 laissait globalement hors de l'analyse les femmes, les immigrés, les ouvriers ruraux. Et c'est en réaction à cette sociologie ouvriériste que s'est développée la sociologie des classes populaires autour de deux principaux ouvrages parus dans les années 70. Alors d'une part, la traduction de La culture du pauvre, qui est l'ouvrage d'un professeur de littérature anglais, Richard Hogarth,
qui a dégagé les traits culturels des working classes à partir de sa propre expérience de son enfance dans un quartier populaire anglais dans lequel il a grandi. Et puis d'autre part, donc ça c'est traduit en France en 1970, et puis à la fin des années 70 est publiée La Distinction donc de Pierre Bourdieu, issu de plusieurs années de recherche collective. Et cet ouvrage, La Distinction, ça dessine l'espace des jugements de goût et des styles de vie des différentes classes sociales dans la société française. Et donc dans cet ouvrage, les classes populaires se caractérisent par ce qu'il appelle un goût de nécessité, un goût du nécessaire, c'est-à-dire qu'on aime, on apprécie ce qu'on peut raisonnablement espérer. C'est un peu comme ça qu'il définit le style de vie et les pratiques culturelles des classes populaires. Et donc ces classes populaires donc, se distinguent des classes supérieures qui, elles, répondent dans leur pratique, dans leur goût, à un enjeu de distinction. L'enjeu, c'est de se distinguer justement des classes qui sont en dessous d'elles. Et puis les classes moyennes, dans cet ouvrage, elles se caractériseraient, donc il parle de la petite bourgeoisie dans cet ouvrage, par une bonne volonté culturelle. Donc voilà, il y a un espace social qui est représenté à l'intersection essentiellement du capital d'une échelle de capital économique et de capital culturel. Et donc il y a ces trois classes principales. Et donc la bonne volonté culturelle de la petite bourgeoisie, c'est justement d'aspirer à acquérir la culture légitime qui est définie par les classes dominantes. Alors les classes populaires, à la différence de la classe ouvrière, chez Hogarth, ça intègre les petits employés, donc, puisqu'il a une approche par le territoire, par le quartier. Et puis chez Bourdieu, ça intègre, dans cette grande enquête qui, elle, repose plutôt sur des statistiques, chez Bourdieu, ça intègre les agriculteurs, les petits commerçants, les petits indépendants. Mais ce qu'ils ont en commun tous, c'est une position subordonnée. Bourdieu utilise le terme dominée dans les rapports sociaux. Et donc c'est cette position subordonnée. Et puis une deuxième caractéristique importante, ils ont une culture spécifique. Et donc c'est ces deux dimensions qui permettent de définir les classes populaires. Le fait de s'intéresser au style de vie et à l'espace local chez Hogarth, ça permet d'intégrer les femmes et plus seulement les hommes dans les analyses notamment. Alors, parmi les traits culturels caractéristiques des classes populaires, c'est ce qui est mis en avant dans ces travaux, c'est l'importance de la sociabilité locale et familiale. Donc, on parle de localisme, de familialisme. Ça, c'est voilà, pour rendre compte du rapport au monde des classes populaires, c'est un des traits qui est mis en avant. Il y a aussi la valorisation de la force physique pour les hommes, donc il y a tout un ensemble de valeurs autour de la virilité, et à l'inverse, la valorisation du foyer pour les femmes. Et puis aussi, ce qui est mis en avant chez Hogarth, c'est que le monde tel qu'il est perçu par les classes populaires, il distingue le nous populaire à un eux. Et le « eux », c'est le monde des autres. Donc ce « eux », c'est tous les autres groupes sociaux, mais c'est aussi les institutions. Et c'est tout ce qui n'est pas nous. Et il y a une fierté du nous et une valorisation de l'entre-soi. Alors certains membres des autres groupes sociaux, comme le médecin de famille chez Hogarth ou le petit fonctionnaire de village chez Bourdieu, peuvent être perçus comme faisant partie du nous. Parce que dans ce cas-là, ce qui fait qu'ils ne sont pas du monde des autres, c'est tout ce qui tient à la personnalisation de la relation. Et j'ajoute aussi sans doute le fait de ne pas se sentir pris de haut, d'être considéré du fait de ce qui se joue dans la relation personnelle. Ces enjeux de considération, ça me semble essentiel pour comprendre une partie de ce qui s'est joué, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure. Alors, le département de sociologie de l'Université de Nantes a accompagné de près toute cette réflexion, puisque le principal laboratoire de recherche sur le monde ouvrier, qui était spécialisé sur le monde ouvrier, il a été créé à Nantes en 1972. Il y a eu de nombreuses thèses qui ont porté sur le monde ouvrier et les classes populaires, donc dans toutes les années 70, 80, 90. Et il avait été fondé, ce laboratoire, à l'initiative de Passeron, qui lui avait importé la culture du pauvre. C'est lui qui l'a fait traduire, qui l'a traduit peut-être même en Passeron en France. Et puis de Michel Verret, qui donc a créé ce laboratoire, qui a formé de nombreux doctorants et qui a écrit une trilogie à laquelle tous les travaux, même actuels, font encore référence sur l'espace ouvrier, le travail ouvrier, la culture ouvrière. Et à la fin de sa réflexion, il interroge justement les frontières du populaire, Michel Verret, et il incite à y inclure les employés.
Une partie de la discussion, une partie des discussions de tous ces travaux sur les classes populaires, ça a porté sur la nécessité pour les sociologues de se prémunir de deux postures dans leur appréhension des classes populaires. C'est le populisme, donc je reprends un mot qui a fait l'objet d'un débat hier, mais le populisme, dans ce contexte-là, ça veut dire le fait d'idéaliser les mondes populaires. Et puis l'autre travers dans les analyses, c'est le misérabilisme. Et là, le misérabilisme, c'est l'idée c'est ce qui met l'accent uniquement sur les effets de la domination et de la privation. Et donc le sociologue, quand il réfléchit, quand il investigue sur le populaire, il est un peu sur un fil où il y a toujours ce risque d'avoir soit un regard populiste, soit un regard misérabiliste sur les milieux qu'il étudie. Et c'est à la fois par l'investigation empirique, par ces méthodes scientifiques qui peut s'en prémunir, et c'est aussi par ce qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire la réflexion que le chercheur doit avoir sur son rapport à l'objet du fait de sa propre position dans l'espace social. Il doit toujours intégrer une réflexion sur son rapport à l'objet. Alors en même temps, si cette réflexion sur les classes populaires, elle s'engage en sociologie dans les années 70, qu'elle se poursuit notamment à l'université de Nantes, ces années 70, 80, 90 sont cependant marquées par un déclin des analyses en termes de classe sociale, à la fois dans le champ politique et dans le champ intellectuel. Certains sociologues défendent en tout cas la thèse à un moment de la moyennisation de la société française. Alors maintenant, on en parle moins, mais ça a été très à la mode. On a pensé à un moment donné que tous les groupes sociaux tendraient à se fondre dans une vaste classe moyenne. Donc l'heure ne serait plus au conflit de classe, mais aux nouveaux mouvements sociaux. On parlait, le moteur de l'histoire à ce moment-là, c'était plus perçu du côté des nouveaux mouvements sociaux autour du féminisme. Aujourd'hui, on pourrait dire l'écologie. Et donc ça laissait de côté les enjeux des conflits de classe. D'autres sociologues ont insisté davantage sur le processus d'individualisation, qui lui aussi mettrait à mal les appartenances de classe, puisqu'on passerait dans une société des individus. Et puis après, du fait de la précarisation et du chômage de masse, il y a eu d'autres grilles de lecture qui se sont diffusées autour de la thématique de l'exclusion. Alors c'est pareil, on en parle peut-être un peu moins en ces termes, mais ça a aussi été très à la mode. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne présidentielle de Jacques Chirac notamment, mais aussi dans les sciences sociales. Et on a alors pensé que la principale ligne de clivage, c'était la ligne entre inclus et exclus. Donc c'est seulement à partir des années 2000 que la sociologie des classes populaires connaît un regain de vigueur, avec aussi un regain de vigueur des analyses en termes de classe sociale, et l'idée que le moteur de la dynamique sociale, c'est effectivement les conflits de classe. Tous les groupes sociaux n'ont pas les mêmes intérêts. Il y a des rapports de force entre groupes sociaux dans la société. En même temps, il y a aussi, au moment où il y a ce regain de vigueur des analyses en termes de classe, il y a aussi tout un courant de pensée qui met en avant l'idée d'une fragmentation des classes populaires, avec donc d'autres modèles d'analyse qui insistent sur le fait que les nouveaux clivages sont plus forcément entre classes sociales, mais il y a des clivages à l'échelle territoriale, donc cette idée d'une opposition entre le centre et la périphérie, par exemple les travaux de Guy Huy. Et puis il y a aussi d'autres qui insistent sur les nouveaux clivages qui seraient des clivages ethno-raciaux. Bon, ça c'est très à la mode, donc vous voyez sans doute, ça, c'est des choses qu'on entend régulièrement. Donc toutes ces grilles de lecture, aussi dans les sciences sociales, c'est différentes focales, et il y a des débats par rapport à ça. Mais malgré tout, donc les sociologues qui continuent à penser que ça a du sens de raisonner et d'étudier la société avec cette vision des classes, et donc en tout cas en ce qui concerne ceux qui s'intéressent aux classes populaires, l'idée qu'il y a quand même une pertinence, même s'il faut redéfinir ce qu'on entend par là, parce que la société a changé. Ça repose quand même sur l'idée qu'il y a une vaste partie de la population qui se caractérise, qui a en commun la petitesse du statut professionnel et social, le fait de vivre des situations de subordination au travail, et éventuellement plus largement socialement. Donc petitesse du statut, étroitesse des ressources économiques, même si ça ne veut pas forcément dire précarité, mais voilà, étroitesse des ressources. Et puis, troisième point, relatif éloignement au capital culturel, même si du fait de la massification scolaire, il y a quand même, comment on va dire, il y a des transformations du point de vue du rapport à l'école et à la culture dans les milieux populaires. Mais il y a quand même un large pan.
Et ce qui a été repris, du coup, c'est ce qui avait été inauguré par les travaux dont j'ai parlé tout à l'heure, de Hogarth, de Bourdieu, puis aussi de la piste que proposait Michel Verret, c'est l'idée qu'on peut essayer de penser ensemble, aujourd'hui, les ouvriers et les employés. Donc, parce que du fait des transformations économiques, il y a effectivement une désindustrialisation, mais en parallèle, il y a une tertiarisation de l'économie. Et les métiers non qualifiés ou peu qualifiés aujourd'hui sont beaucoup des métiers employés. Il y a aussi beaucoup de métiers de service. Donc, employés, ouvriers, aujourd'hui, ça représente un actif sur 2. Donc, on parlait de la question de la majorité, le lien entre peuple et majorité. En tout cas, ça représente beaucoup de monde. Même s'il y a des différences, alors les ouvriers sont surtout des hommes, les employés essentiellement des femmes. Et du coup, aussi, le couple le plus répandu dans la société française, c'est le couple formé d'un ouvrier et d'une employée. Donc si on raisonne plus seulement à l'échelle des individus, mais à l'échelle des ménages, et donc quand on raisonne aussi en termes de style de vie, ça a du sens de raisonner sur les familles, sur les ménages. Penser ensemble aussi les ouvriers et les employés, ça a du sens parce que c'est les mêmes familles en fait. Donc quand on parle de classe populaire, aujourd'hui on parle plutôt de ces milieux-là. On peut aussi intégrer les petits indépendants. Et du coup, et en même temps, donc, ces classes populaires, elles peuvent ce sont des professions qui ont en commun ces situations de subordination, de faibles perspectives de mobilité professionnelle, de mobilité sociale, et en même temps, est-ce qu'on peut toujours, du fait de toutes les transformations sociales, donc justement tertiarisation de l'activité, massification scolaire, on pourrait aussi dire donc généralisation de l'activité féminine, accès à la propriété, consommation de masse, du fait de toutes ces transformations, est-ce que la deuxième caractéristique des classes populaires que j'énonçais tout à l'heure, à savoir une culture spécifique, est-ce que ça, c'est toujours vrai ? Est-ce que ces classes, est-ce qu'on peut vraiment parler de classe populaire dans ce sens-là, où il y aurait toujours cette division entre un nous populaire distinct de eux, tous les autres ? On parlait d'un modèle de la séparation culturelle, ségrégation culturelle. Ça, c'est plus complexe. Et ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui étudiées, discutées. En fait, il y a eu une grande recherche collective récemment qui a été menée et qui retrouve ce qui avait été esquissé par un autre collègue qui s'appelle Olivier Schwartz, qui a donc beaucoup réfléchi à la question de la pertinence de cette notion de classe populaire aujourd'hui. Il y a un de ses textes qui est en ligne sur le site de La Vie des idées, qui est facilement accessible. Et lui, il avançait l'idée que les classes populaires aujourd'hui se définissent par ce qu'il appelle une conscience sociale triangulaire. C'est-à-dire, c'est plus nous contre eux ou face à eux. Il y a l'idée qu'on se distingue à la fois de ceux du haut et de ceux du bas, avec tout un enjeu de distinction et éventuellement de dénonciation, soit des assistés qui profiteraient des aides sociales, soit des immigrés. Enfin, c'est cette idée ou aussi tout simplement la crainte effectivement du déclassement, de chuter. On regarde en dessous parce qu'on a peur aussi de chuter. Et donc dans une recherche récente qui a été menée par des collègues, ce qu'elles mettent en évidence, c'est que à travers toute une série de monographies de ménages justement, l'enjeu actuellement, beaucoup des jeunes collègues travaillent sur des ménages, plus sur des individus. Et l'enjeu aussi, c'est de modifier les catégories de l'INSEE. Pendant longtemps, on raisonnait sur le chef de ménage, chef de famille, c'était souvent l'homme, c'était la profession de l'homme qui était mobilisée pour classer socialement les gens. Donc, du fait aussi de l'extension de l'activité féminine, c'est de moins en moins pertinent. Donc aussi, à l'INSEE, ils essayent de réfléchir sur des ménages. Et donc, en tout cas, les monographies, ce qu'elles mettent en évidence, c'est qu'il y a une distinction entre eux, nous, ils. Et le « eux », ça renvoie plutôt à ceux d'en dessous, ceux du bas, enfin, avec éventuellement la dénonciation des assistés, ou de ceux qui profitent, ou de ceux qui ne font pas d'efforts. Et puis le « il » renvoie effectivement plus à ceux du haut, les dominants, les puissants, ceux qui profitent d'un système qu'on subit soi. Mais dans les monographies qui ont été réalisées, il n'y a pas forcément l'idée qu'on peut y changer quelque chose. Il y a cette constatation. Donc voilà, donc cette représentation sociale, cette conception en trois volets, avec le bas, le haut. Alors qu'est-ce que je peux juste pour
pour qu'on ait le temps de discuter, je vais m'arrêter là. Juste pour dire que... Donc moi, j'ai mené plusieurs recherches empiriques, peut-être on en parlera dans la discussion, aussi sur ces questions des rapports entre fractions de classe, parce que ceux du bas, on peut considérer que c'est la fraction inférieure des classes populaires, et puis il y aura des fractions hautes, fractions médianes. Bon. Mais en tout cas, justement, dans le mouvement des Gilets jaunes, ce qui m'a marqué, je ne sais pas si c'est quelque chose qui serait partagé, mais il y avait, la valorisation du travail était au centre, ça correspondait aux fractions stables, fractions hautes des classes populaires, petites classes moyennes, employés, ouvriers qualifiés, petits indépendants, petits patrons. Et la valorisation du travail était au centre, que ce soit le travail actuel, le travail passé pour les retraités, avec l'idée « je veux pouvoir vivre dignement de mon travail », c'était quand même une des revendications. Et il m'a semblé que justement, on n'avait pas tellement de focalisation sur ceux du dessous, de dénonciation des assistés. La focale était à nouveau beaucoup par rapport à ceux du haut. Une dénonciation... donc voilà, à nouveau quelque chose de relativement binaire, eux et nous, il m'a semblé. Et même sur les ronds-points, on a vu des solidarités, par exemple avec les handicapés, justement, avec des gens plus vulnérables. Et puis, alors même qu'on avait une très forte médiatisation de la crise migratoire, parce que c'était dans la foulée, en fait, de toute cette crise, il y a eu relativement peu, en tout cas dans ce qui en a été retranscrit dans les médias, parce que je n'étais pas, moi, sur les ronds-points à ce moment-là, il y a eu un peu, mais pas tant que ça, finalement, de discours autour de cette question de l'immigration. C'était plus une dénonciation du haut de la société, quoi. Et donc voilà, c'est aussi ce qui a fait dire à Gérard Noiriel, l'historien, qu'on avait un retour de la question sociale à travers ce mouvement-là. Alors c'est débattu, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est vrai que moi, par rapport à mes propres recherches, je l'ai aussi un peu perçu comme ça. Donc un retour de la question sociale, c'est-à-dire une grille de lecture de la société qui remet en son centre la question des clivages de classe et des inégalités socio-économiques. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci beaucoup. Alors c'est intéressant de voir quand même émerger déjà un nous, les classes populaires. Ça sera peut-être un des objets de la discussion, de débattre de la différence entre ce nous, les classes populaires, et le nous, le peuple, dont on a parlé hier. Mais avant toute chose, je passe la parole à Thierry Guidet. Donc vous avez écrit 2 ouvrages s'intitulant Histoire populaire. Donc j'imagine bien qu'il y a un problème de méthode au départ. De qui va-t-on parler, et peut-être à qui va-t-on parler, mais on reviendra sur ce point aussi. Quelles sont ces classes populaires que vous avez pris pour objet dans vos 2 ouvrages, si le mot classe vous paraît pertinent? J'ai rien contre le mot. Une précision, tout d'abord, je ne suis pas l'unique auteur de ces 2 livres. Ils ont été écrits par la même équipe, constituée d'Alain Croix, de Gwenaël Guillaume, de Didier Guivarch, qui sont tous les 3 des historiens professionnels dûment labellisés, ce que je ne suis pas. À partir de ces 2 livres, je voudrais m'efforcer de répondre rapidement à 4 questions qui sont de nature, me semble-t-il, à alimenter notre conversation. La première question, c'est qu'est-ce qu'une histoire populaire? La deuxième question, c'est comment définir le peuple qui est l'objet de ces ouvrages? La troisième question, c'est à quelle source puiser? Et enfin, dernière question, quelle est la fécondité de ce point de vue? Qu'est-ce qu'une histoire populaire? Eh bien, une histoire populaire, c'est tout simplement une histoire qui adopte le point de vue du peuple, celui des paysans, des ouvriers, des marins, des hommes et des femmes qui sont censés précisément être sans histoire. C'est une histoire qui porte attention aux plus humbles plutôt qu'aux puissants. Pour autant, ce n'est pas forcément, ou pas seulement en tout cas, une histoire des luttes sociales. C'est une histoire qui a l'ambition d'être une histoire totale, qui s'intéresse à ce que mangent, à ce que boivent les gens, à la manière dont ils s'habillent, à leurs croyances, à leurs rêves, à leurs espoirs. Alors évidemment, nous ne sommes pas les seuls ni les premiers à nous être lancés dans un tel chantier. Parmi nos glorieux ancêtres, on pourra citer l'école des Annales, avec son souci de faire appel à l'ensemble des sciences sociales, et puis aussi avec sa préoccupation du temps long.
Un livre qu'on pourrait citer dans le milieu des années 60, c'est celui de Pierre Goubert, Louis XIV et 20 millions de Français. Une façon de rapprocher l'histoire du roi Soleil, maintes fois évoquée, avec celle du peuple de France. Et puis, beaucoup plus récemment, plus immédiatement, il faut penser au livre pionnier d'Howard Zinn, l'historien américain, qui a été traduit en 2002 en France, 20 ans tout de même après sa parution aux États-Unis, sous le titre Histoire populaire, une histoire populaire des États-Unis. Et puis, presque simultanément, c'est un signe des temps probablement, sont sortis plusieurs livres en France. Il y a eu d'abord le livre de Michel Zancarini-Fournel en 2016, qui est intitulé Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours. Tout de suite après, il y a eu Notre histoire populaire de Nantes, et puis un peu moins d'un an après, en 2018, il y a eu l'histoire populaire de Gérard Noiriel, à qui vous avez fait allusion tout à l'heure. Et précisément, nous avions invité à Nantes Michel Zancarini, Gérard Noiriel et quelques autres historiens pour un débat sur l'ensemble de ces questions. Voilà en tout cas qui témoigne de l'actualité politique, on s'en doute bien, scientifique également de cette histoire, et c'est ce dont témoignent les rencontres de Sophie. Le terme d'histoire populaire, à nos yeux, revêt toutefois une autre acception. Sans sacrifier à la rigueur scientifique, nous l'espérons en tout cas, nous avons voulu écrire une histoire lisible par le plus grand nombre. Et donc ça, c'est la question des destinations. Par exemple, ça a impliqué des choix d'écriture, une narration la plus fluide possible, l'utilisation très journalistique d'intertitres, le choix de bannir tout terme technique, tout jargon, ou sinon de l'expliciter immédiatement, la renonciation aux notes de bas de page et à l'appareil critique. Deuxième question, qu'est-ce que le peuple ? Alors, au risque de vous décevoir, nous revendiquons un certain empirisme sur sa question. Et ça s'explique assez bien. Nous avons écrit, nous nous sommes efforcés en tout cas, d'écrire une histoire du peuple de la préhistoire jusqu'à nos jours. Il est évident que sur une telle échelle de temps, les catégories sociales sont forcément très mouvantes, du moins sous nos latitudes. Le temps de l'esclavage ou le temps du servage ont disparu. Je vais prendre un exemple plus contemporain. Dans son livre fameux, Le cheval d'orgueil, Pierre-Jacques Azélias raconte comment, dans l'entre-deux-guerres, dans son village finistérien de Poulrezic, on met chapeau bas devant l'instituteur quand on le croise dans les rues du village. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un professeur des écoles, puisque c'est comme ça qu'on dit, d'une zone d'éducation prioritaire de Nantes, de Rennes ou de Brest, ait droit aux mêmes égards, et peut-être que sa position sociale n'est pas la même que celle des instituteurs de l'entre-deux-guerres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le peuple comme une réalité homogène et immuable, évidemment, ça n'existe pas. Simplement, quand on travaille sur le temps long, sur le temps extrêmement long comme nous, il nous semble qu'il existe quand même, au moins depuis la disparition des chasseurs-cueilleurs, et peut-être même un petit peu avant, des couches sociales subalternes, exploitées économiquement, souvent dominées culturellement. Et ce sont à elles, sans être plus précis de manière générale, que nous nous intéressons. Il y a une plaisanterie célèbre de Howard Zinn qui nous semble instructive. Il disait « Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs ».
Eh bien, attention, il ne s'agit pas de peindre une légende dorée, de prendre le parti des gentils lapins contre celui des méchants chasseurs, mais de faire un pas de côté pour modifier les perspectives. Troisième question, à quelle source puiser ? Alors, quand on esquisse une histoire du peuple pendant la préhistoire, comme nous avons tenté de le faire, les sources dont nous disposons sont les traces matérielles découvertes et interprétées par les archéologues. Or, ces traces sont le plus souvent celles qu'ont laissées les puissants. On repère plus facilement une sépulture princière qu'une simple urne funéraire, une hache précieuse qu'un tesson de poterie. On ne peut donc tenter qu'une histoire indirecte, en creux, du peuple des temps préhistoriques. La question se pose presque dans les mêmes termes pour des époques beaucoup plus récentes, car là aussi, les sources manquent. Les vies des hommes illustres, les chroniques de cour abondent, mais les écrits sur ce que vivent les gens ordinaires sont évidemment beaucoup plus rares. Il faut les chercher dans les marges, dans les documents fiscaux, dans certains à côté de journaux de voyage, dans les chansons populaires. Et du coup, notre méthode est toujours de poser la question « et le peuple dans tout ça ?» y compris aux grandes synthèses historiques des histoires de la Bretagne, il en existe des dizaines et des dizaines. Poser cette question obstinément parce que souvent ces histoires synthétiques, ces histoires généralistes nous disent oh ben, les Bretons pensent ceci, la Bretagne et cela. C'est une manière évidemment de se cantonner au point de vue des élites, tout simplement, ce type de généralisation. Si bien que nous avons préféré donner, autant que faire se peut, la parole au peuple plutôt qu'à ceux qui parlent de lui, sachant que ça continue quand même à se passer de manière indirecte. Souvent, dans des documents judiciaires, c'est quand même un avocat qui parle de son client. Et j'ajoute que, notamment pour la période contemporaine, nous avons consulté, utilisé parfois sur un détail, des centaines de mémoires de maîtrise, et que c'est une manière de mettre peut-être en valeur le peuple, le petit peuple historien, qui souffre beaucoup en ce moment dans les universités. Dernier point, quelle est la fécondité de ce point de vue, à nos yeux en tout cas? Se lancer dans une démarche d'histoire populaire, ce n'est pas une lubie d'idéologue, pas une manie. C'est une manière de laver le regard. Et donc, de voir l'histoire de manière renouvelée. Je vais prendre un seul exemple, un exemple nantais. On sait l'importance de la traite des Noirs dans une ville comme Nantes, qui a été le premier port négrier de France au XVIIIe siècle et un des principaux ports négriers d'Europe. On peut s'intéresser, comme l'a notamment fait notre ami Olivier Grenouillot, à cette activité en se penchant sur l'évolution du patrimoine des armateurs dont la richesse a été multipliée en moyenne par 6 au cours du siècle et qui a eu des retombées sur l'architecture de Nantes. On pourrait dire la même chose sur celle de Bordeaux. On peut aussi aborder la question de la traite du point de vue des esclaves, réduits en captivité par d'autres Noirs d'ailleurs, arrachés à leur pays, revendus en Amérique comme de simples marchandises. On peut enfin, et ça a été notre parti, prêter attention au petit peuple des quais, aux soutiers de la traite. Et du coup, on découvre des choses étonnantes. Par exemple que, je cite les chiffres, 60% des marins
enrôlés à bord des bateaux négriers meurent avant l'âge de 30 ans. Les mousses les plus jeunes n'ont que 7 années d'espérance de vie, moins que celle d'un esclave travaillant dans une plantation. On découvre aussi que le taux de mortalité de l'équipage des bateaux négriers au cours d'une expédition est supérieur à celui des captifs. Ce qui s'explique tout simplement parce que l'esclave est une denrée beaucoup plus précieuse qu'un matelot ou qu'un mousse. Et pour terminer, je voudrais dire qu'une histoire populaire est une histoire incarnée. Qu'il y a pour nous, et pour les lecteurs j'espère aussi, un bonheur d'entendre, c'est une formule d'Arlette Farge, d'entendre quelque chose du silence du plus grand nombre. C'est pourquoi dans ces livres nous avons multiplié les mini-portraits, les références très précises à des personnes données. Par exemple, ce jeune homme de Téviec. Téviec, c'est une île du côté de Quiberon, et il y a à peu près 9000 ans, il est percé d'une flèche à la tête de silex. C'est l'histoire de Guillaume Charles. Guillaume Charles, en 1678, à Saffré, pas très loin de Nantes, il ose, pour le défier, faire tomber d'un revers de la main le chapeau d'un noble de rencontre. C'est l'histoire d'Arthur Tirnou, ce mousse embarqué à l'âge de 12 ans à bord d'un navire négrier nantais, la Marie Séraphique. Et c'est l'histoire de Marie Goffny, cette paysanne de Plélo, qui en 1773, elle s'estime victime d'une injustice et elle part à pied jusqu'à Paris pour plaider sa cause auprès de son seigneur, le duc d'Aiguebillon. C'est l'histoire de Marharit Fulup. Marharit Fulup, c'est une journalière, filandière, mendiante, dont une main avait été dévorée par un porc alors qu'elle était enfant, et qui savait par cœur 259 chansons en breton. C'est l'histoire de François Laurent. François Laurent, c'est un cultivateur bretonnant qui ne comprend pas le français et qui, en 1914, est accusé de s'être mutilé volontairement. Il n'entend pas, il ne comprend pas les accusations dont il est l'objet. Il est fusillé et sera, 20 ans plus tard, réhabilité. Et puis peut-être... dernière histoire, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres, évidemment. C'est l'histoire plus récente, dans les années 60, de Yannick Frémin, cet ajusteur chez Citroën à Rennes, à la fois militant de la CGT et de l'Action catholique ouvrière, qui est giflé publiquement dans un atelier par son agent de maîtrise et qui est licencié. Donc autant de vies minuscules, pour reprendre le titre célèbre de Pierre Michon, brassées par l'écume des siècles et que nous sommes efforcés de tirer de l'oubli. Très bien, merci Thierry Guidet. Alors nous allons entamer une discussion, peut-être en partant justement de ce que vous venez d'évoquer. À qui est destinée une sociologie des classes populaires? Est-ce que, comme dans le cas de l'histoire populaire, il y a le souci de parler avec une forme qui s'adresse tout de même au plus grand nombre? Est-ce qu'il y a le souci aussi d'incarner l'histoire populaire à travers des récits particuliers? Est-ce que vous pensez qu'une sociologie doit aussi tenir compte de cette question du destinataire, et dans la forme et dans le fond? Pour moi, c'est quelque chose d'important, donc j'essaye effectivement d'écrire de la manière la plus accessible possible, même si ça reste quand même effectivement de la sociologie, c'est pas des romans. Ce souci de... effectivement, la sociologie, elle met en évidence après, il y a plusieurs courants, mais celle que je pratique, des enjeux de domination. L'idée aussi, c'est que quand on prend conscience de ce qui nous détermine, c'est la première base de la libération. Donc c'est l'idée que par la connaissance sociologique, on peut se libérer, on peut s'émanciper.
Donc dans ce projet-là, évidemment que l'enjeu, c'est aussi d'être lu par les gens qui sont les plus éloignés de la culture scolaire. C'était un des dilemmes, je crois, de Bourdieu, ça, parce qu'en plus, lui, il écrit une sociologie comme difficile à lire. Et donc, c'était une de ses contradictions. Il souhaitait quand même, effectivement, fournir des instruments d'émancipation par la sociologie. Donc, moi, je sais que c'est aussi une question qui me travaille. Par exemple, j'ai fait ma thèse sur la question de la délinquance juvénile et le rapport de jeunes délinquants des quartiers populaires avec les éducateurs, avec les magistrats. Et en même temps, l'idée que ce travail puisse éventuellement leur être accessible, c'était aussi un enjeu pour moi. Et du coup, j'ai cherché une autre forme en travaillant avec un Mehdi Aoudi qui est réalisateur radio, et on a fait un podcast, un documentaire audio, en fait, autour du parcours d'un ancien caïd. Et l'idée, c'était avec une réflexion sur ce que c'est que la culture de rue, comment à la fois, pour eux, c'est quelque chose qui leur donne une identité, une fierté, et en même temps, c'est ce qui les piège. Et lui, en l'occurrence, il en est mort. Et donc, cette idée aussi d'essayer de faire comprendre par d'autres formes aux principaux destinataires, effectivement, ce qu'on essaye de montrer dans nos travaux. Voilà, et oui, ça suppose des formes d'adaptation. Après, en même temps, on a aussi de précieux alliés avec les enseignants, avec nos collègues enseignants, notamment du secondaire, puisque même si la part se réduit, la sociologie est enseignée au lycée. Et donc, voilà, ça suppose effectivement après un travail de pédagogie, de médiation. Mais oui, c'est quand même une discipline, la sociologie, qui s'est, voilà, enfin, en tout cas à travers l'enseignement au lycée, qui s'est quand même diffusé. Très bien, alors vous en avez déjà dit 2 mots, mais sur cette destination de votre histoire. Si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est que les rencontres de Sophie? C'est un effort pour rendre la philosophie populaire, non? Bien. Ça se il me semble que les sciences sociales, au moins les sciences sociales, peut-être pas seulement elles, ont un devoir civique, je dirais. Après tout, il y a des universitaires qui sont payés par nos impôts. Moi, je trouve que, bon, ils ont bien sûr le devoir de mener des recherches qui soient valides scientifiquement et tout, mais je crois qu'ils ont une sorte de devoir de restitution auprès de la population. Et moi, j'ai été, alors d'ailleurs parmi mes camarades là, beaucoup sont engagés depuis très longtemps dans des chantiers d'histoire collective, populaire, on appellera ça comme on voudra, avec des amateurs. Il y a eu un grand livre, par exemple, sur les étrangers à Nantes. Il y a eu des livres avec les ouvriers de telle ou telle entreprise. Il y a eu vraiment beaucoup d'exemples. Ou bien il y a eu la création, il y a bien maintenant une trentaine d'années, d'une association Nantes-Histoire qui a tenté de développer ça. Un sociologue comme Christian Baudelot était d'ailleurs l'un des participants à la création de cette association. Donc oui, moi je crois que c'est vraiment à la fois un devoir et un plaisir. Très bien. Alors, il y a aussi des initiatives qui se développent, et Christian Baudelot y participe, d'initier les lycéens à la recherche, avec la création dans les lycées de laboratoires de sciences sociales où les lycéens apprennent aussi la sociologie par l'enquête, par des enquêtes qu'ils mènent eux-mêmes avec leurs enseignants. C'est une autre manière de faire. Il y a aussi, ce qui se développe, c'est des bandes dessinées, en partenariat entre des sociologues et des auteurs. Enfin, oui, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de collègues qui se préoccupent de ces questions de diffusion le plus large possible. Alors, je voudrais revenir à un terme que vous avez utilisé à plusieurs reprises, Isabelle Coutan, peut-être un peu moins Thierry Guidet, celui de classe. Est-ce que le fragment de la population qui peut être considéré comme populaire doit-elle être appelée une classe? Autrement dit, quelle est la validité de ce concept marxiste ou crypto-marxiste pour l'analyse de ce qu'on doit appeler les classes populaires aujourd'hui? Le terme est bon? Oui. Alors le terme, il peut avoir une acception qui s'est distinguée quand même de l'approche marxiste aussi, avec cette idée que c'est plus largement la question des chances de vie, en fait, qui sont inégales
et qu'en fonction de ses chances de vie, dans les chances de vie, il y a la question de ce qu'on peut espérer, mais il y a aussi la question de l'espérance de vie tout court. Elle n'est pas la même selon les groupes sociaux. Les chances de vie, de ce qu'on peut s'autoriser à espérer pour soi, pour ses enfants. Et ça, en fonction de la classe à laquelle on appartient, c'est inégal. Ce qu'il y a aussi d'important avec le concept de classe sociale, c'est l'idée d'une représentation de la société comme traversée de rapports sociaux en contradiction potentielle. C'est-à-dire que tous les groupes sociaux n'ont pas les mêmes intérêts, ou pas nécessairement les mêmes intérêts, et donc il y a un rapport de force. Ça, c'est important, il me semble, avec cette notion de classe. Ça ne veut pas dire que les gens ont le sentiment d'appartenir à une classe en général, ou à une classe particulière, ou à une classe populaire. Et d'ailleurs, le sentiment d'appartenir aux classes populaires, il est très peu exprimé. Et les gens, quand on leur demande à quels groupes sociaux ils ont le sentiment d'appartenir, en général, ils disent tous plus ou moins la classe moyenne. Donc ce sentiment d'appartenance de classe, il a décliné. Mais il a décliné aussi parce que le discours de classe, c'est dilué et qu'il est moins porté par en tout cas en ce qui concerne les classes populaires, il est beaucoup moins porté, même si ça revient peut-être un peu, mais il y a eu toute une période où il était plus porté, ce discours, par les partis censés représenter les classes populaires. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de cette question de la représentation hier, de la représentation du peuple, et cette idée aussi que dans les mouvements populistes, il y a une défiance par rapport aux représentants de la démocratie. Très concrètement, pour un sociologue ou pour un historien, je pense que la question de la représentation, elle se pose aussi, par exemple, si on reparle à nouveau des classes populaires, représentation politique des classes populaires, c'est la question aussi de qui sont les représentants à l'Assemblée, qui sont les élus dans les communes. Et c'était fréquent, c'est arrivé dans l'entre-deux-guerres, c'était relativement fréquent après-guerre que des maires soient eux-mêmes d'anciens ouvriers. À Saint-Nazaire, François Blanchot était chaudronnier de métier. À l'Assemblée nationale, 20% des députés socialistes, dans les années 50, 20% des députés socialistes étaient des gens des classes populaires, des ouvriers, des employés, des petits indépendants. Début des années 2000, c'est plus que 4%. Bon, au niveau du Parti communiste aussi, ça a progressé au fil du temps, ça a décliné. Et aujourd'hui, parce que la vie politique s'est professionnalisée, parce que les compétences scolaires et techniques nécessaires pour faire métier de la politique se sont élevées, du coup, aujourd'hui, parmi les gens qui représentent le peuple en général, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont pour profession un métier populaire, enfin des classes populaires. Et donc, effectivement, le fait que les gens ne se sentent plus représentés concrètement, ça peut aussi s'expliquer quand même par ces dimensions très sociologiques, pour le coup. Alors, même question à propos des classes populaires. Est-ce que l'histoire est toujours l'histoire de la lutte des classes, Thierry Guidet ? Elle n'est pas que ça, probablement. Sûrement pas, même. Mais la notion de classe sociale, qui est d'ailleurs une notion pré-marxiste, c'est pas Marx qui invente la notion, me semble, grosso modo, rester plutôt opératoire. Alors, il y a d'ailleurs, dans la littérature marxiste canonique, cette distinction entre la classe en soi et la classe pour soi, qui pose, alors c'est des termes qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant peut-être, mais c'est les questions qui ont été abordées hier lors des rencontres de Sophie sur les représentations. Il ne suffit pas d'occuper objectivement telle ou telle position dans le processus de production pour avoir nécessairement une conscience commune. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus éclatées. Le dernier chapitre de notre histoire populaire de la Bretagne fait la part belle aux analyses de Jérôme Fourquet sur l'archipélisation de la société, qui ne fait que reprendre d'ailleurs un certain nombre d'analyses sociologiques qu'on a trouvé un peu partout, mais évidemment, il y a aujourd'hui un éclatement des conditions et des représentations, ça c'est clair. Alors, on va peut-être passer à une question du public. Camille, est-ce que tu peux nous résumer ce qui est arrivé sur l'adresse des rencontres ? Le public reste relativement silencieux, ceci va. Mais il y a quand même quelques questions, et peut-être
Effectivement, ce silence relatif permet d'en introduire une première. Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité d'une histoire et d'une sociologie pour le peuple. Est-ce qu'il est possible de concevoir une sociologie, une histoire par le peuple, où celui-ci serait plus acteur? Est-ce que vous avez évoqué les dispositifs dans les établissements scolaires de laboratoires de recherche? Est-ce qu'il existe des tentatives pour que, comme peut-être cela se fait parfois, pour ce que j'en sais, en ethnologie, des tentatives pour qu'il y ait une participation? Comment ça se passe, voilà, en histoire, en sociologie? Isabelle Coutan. Il y a des courants qui s'appellent la recherche-action, dans lesquels effectivement la recherche donne une place plus importante que la recherche académique plus standard aux enquêtés, enfin aux objets de la recherche qui sont aussi sujets. Ça existe. Après aussi, de toute manière, l'analyse, c'est le chercheur qui l'a fait, c'est lui qui croise les points de vue, c'est lui qui croise les sources. On utilise aussi, c'est un gage de scientificité de croiser les sources, et c'est la position externe et c'est la position spécifique du chercheur qui permet cette chose-là. Alors que, et inversement, si moi je suis enquêtée par quelqu'un, je ne suis que à ma place de femme chercheuse vivant à Paris, et donc j'ai pas le recul sur moi-même que quelqu'un qui va m'étudier sociologiquement aura. Donc c'est une position quand même d'extériorité. Après, malgré tout, le savoir, il est construit avec les gens, et il y a plusieurs manières d'écrire. C'est vrai que moi, j'ai toujours, et on est plusieurs à travailler comme ça, mais l'idée aussi de, par exemple, dans un manuscrit, donner une place importante aux extraits d'entretien, c'est donner une place à la parole des gens qu'on rencontre, et voilà, et de consacrer des pages. On parlait de mon dernier ouvrage, voilà, j'ai même fait des formes de portraits pour vraiment pour porter pour me faire porte-parole en fait par certains endroits, plus qu'analyste. Voilà, des personnes que j'ai rencontrées. Donc voilà, il y a plusieurs manières de faire, mais c'est vrai que malgré tout, oui, et puis il y a aussi des collaborations parfois qui se font justement. Michel Pialou, qui a travaillé beaucoup sur le milieu ouvrier, il a travaillé longtemps avec Christian Courrouge, qui était un délégué ouvrier, et leur collaboration est allée tellement loin qu'au bout d'un moment, en fait, ils coécrivent dans certains textes. Donc, mais ça, voilà, c'est au bout d'un moment. Mais parce que Christian Courrouge a aussi eu tout ce partenariat pendant des années, où à la fin, effectivement, parce que oui, les gens peuvent aussi, de par leur histoire, de par leur lecture, de par leur trajectoire, avoir une forme de sociologie spontanée aussi de leur propre univers. Donc il y a plusieurs manières de faire. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie aussi, d'autant plus que la sociologie est une discipline quand même dominée dans la hiérarchie universitaire, insister aussi sur quand même la dimension scientifique, et que c'est un regard spécifique, et qu'on utilise des statistiques, des entretiens, des observations, des écrits, voilà, qu'on croise tout un ensemble de données pour construire une analyse. Thierry Guidet, l'histoire populaire écrite par le peuple. Oui, j'ai donné tout à l'heure quelques exemples. Alors, bon, on navigue entre deux écueils, évidemment. Celle d'écrire une histoire totalement déconnectée des représentations, des intérêts des classes populaires, et puis quelque chose qui serait assez démagogique, qui consisterait à dire tout le monde peut faire de l'histoire comme ça. Non, il y a des techniques, il y a des procédures, il y a des savoirs, mais les exemples que je donnais, par exemple sur Nantes et les étrangers, mais il y a beaucoup d'autres exemples, notamment ici, montrent la fécondité de ce genre d'approche, mais qui suppose quand même qu'il y ait des professionnels de la profession qui soient à l'œuvre. Mais là, l'histoire, comme la sociologie, comme la cuisine, comme la menuiserie ou comme la plomberie, voilà, il n'y a pas de raison que chacun ne puisse pas s'en emparer selon certaines réserves, selon certaines modalités et en fonction d'un certain apprentissage. Mais en tout cas, il me semble évident qu'il y a une soif, un appétit des gens, et que ça, il faut vraiment l'utiliser. Alors,
Il y a peut-être une question qui est arrivée. Il y a une autre question. Oui. Alors, vas-y. Alors, qui fait référence au fait que ATD Quart-Monde a monté des universités populaires qui sont effectivement menées par des personnes du Quart-Monde, mais et la question, je pense, s'adresse aussi peut-être aux rencontres de Sophie. Il y a aussi des universités populaires très classe moyenne ou petites bourgeoises. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative aussi, ou des tentatives, nous demande l'internaute, de récupération et de dénaturation au profit des plus aisés? Oui, de récupération de quoi? Des universités populaires. Ah, oui. Est-ce qu'il y a une sociologie des universités populaires, au fond, c'est la question. En tout cas, on peut faire une sociologie. Oui, ça peut être un objet de recherche et on doit pouvoir faire une sociologie des universités populaires. Après, moi, je ne connais pas suffisamment ce sujet pour y répondre, mais oui, ça peut s'étudier. C'est-à-dire la question aussi de savoir si le mot lui-même populaire collé au terme université ne serait pas un moyen de masquer une popularité toute relative des participants et des intervenants d'ailleurs. Oui. Peut-être, je ne sais pas si... Il y a un grand mot qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le terme d'éducation populaire. Or, il est évident que l'éducation populaire qui a connu, je dirais, ces belles années, dans les années 50, 60, reposait sur de puissants mouvements et de puissantes organisations sociales et populaires. Dans notre histoire populaire de la Bretagne, on développe, par exemple, l'histoire de la JAC, de la jeunesse agricole chrétienne, comme mouvement populaire de masse. Ce sont des dizaines de milliers, on dépasse à centaines de milliers en Bretagne, d'adhérents à la JAC, à la JSC, des hommes comme des femmes qui acquièrent des compétences techniques, qui acquièrent une formation théologique, qui acquièrent des connaissances historiques. Et ce qu'on dit de la JAC, on pourrait le dire d'un certain nombre de partis politiques, d'un certain nombre de syndicats. Alors, évidemment, aujourd'hui, ces vecteurs d'éducation populaire ont un peu de plomb dans l'aile. Alors peut-être juste une question pour... on n'est pas très loin de la conclusion et de revenir à notre thème principal qui est le peuple. Alors comment on pourrait articuler la question sociologique des classes populaires à la question politique et malgré tout philosophique du peuple? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire sur cette articulation, puisque le peuple en philosophie est avant tout la communauté politique qui englobe potentiellement toutes les personnes qui s'identifient comme peuple, capables de dire nous le peuple, c'est ce qu'on a vu hier. Est-ce qu'il y a un rapport réel avec les classes populaires qui, vous avez dit tout à l'heure, qui disaient nous aussi, mais c'est un nous d'entre-soi, c'est pas tout à fait la même chose que le nous qui ouvre la Constitution américaine. Comment pensez-vous cette articulation ? Je ne sais pas si le peuple, c'est vraiment une notion, effectivement, ce que je dis en début d'exposé, c'est une notion sociologique au sens où je ne sais pas comment on l'étudie empiriquement, en fait. Et pourquoi il y a toujours ce glissement dans les textes sociologiques du peuple au populaire? C'est bien qu'il y a une difficulté dès qu'on veut vraiment investiguer. Mais concrètement, est-ce que les classes populaires pourraient être le point de départ d'une revendication du style « nous le peuple », mais qui évidemment irait bien au-delà de la dimension strictement sociologique des classes populaires, qui deviendrait le tout d'une population? Je ne sais pas si je le poserais comme ça. En tout cas, je pense que pourquoi aujourd'hui pourquoi vous vous préoccupez du peuple là, pourquoi en sociologie on discute autant de la question des classes populaires, c'est que je pense que c'était transversal aux exposés d'hier, c'est qu'il y a un problème de représentation d'un certain nombre de catégories aujourd'hui dans les démocraties. Et il s'avère que celles qui, en tout cas, ne se sentent plus représentées et qui, sociologiquement parlant, comme je disais tout à l'heure, ne sont plus représentées,
Mais il me semble que Gérard Noiriat parlait aussi il n'y a pas longtemps du fait que même à la télévision, dans les séries, les personnages, enfin le peuple n'est pas tellement représenté. Et ça contraste avec... bon voilà, moi je ne peux pas faire une histoire très longue, mais par exemple, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu tout un mouvement, alors effectivement, qui s'est fait avec un travail de construction d'un peuple qui correspondait plutôt à la classe ouvrière, mais où il y a eu un retournement du stigmate, en fait, où il y a eu quelque chose d'une fierté, d'une valorisation. Et aujourd'hui, du fait qu'un certain nombre de groupes sociaux, de métiers, ne sont plus représentés et ils ne se sentent plus non plus considérés. Et ça renvoie aussi à ce que Thierry Guidet disait tout à l'heure autour du silence, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de représentation, il y a quelque chose aussi qui n'est pas entendu, une parole qui n'est pas portée. Et voilà, comment on fait. Et c'est autour de ça que moi je ferai le lien entre classe populaire et peuple, autour de cet enjeu-là de la représentation, et politique et symbolique. Thierry Guidet, vous vouliez peut-être ajouter un point sur cette question, classe populaire, peuple? C'est une question terriblement embarrassante. Parce que vous avez quelques dizaines de secondes. Elle est énorme. Peut-être s'intéresser aux interstices. Un auteur célèbre qu'on a pas mal utilisé, notamment dans l'histoire populaire de Nantes, c'est Michel de Certeau, qui avait travaillé sur ce qu'il appelait l'invention du quotidien, les arts de faire. Une démarche plutôt anthropologique d'ailleurs, sociologique que proprement historique, mais voilà, il y a des ruses, il y a des pratiques, il y a des savoirs populaires qui sont souterrains, rhizomatiques, et qui sont présents un peu partout, mais qui ne trouvent pas évidemment d'expression directe et immédiate dans le champ politique, pour quelques-unes des raisons qu'on s'est efforcé d'énoncer au cours de notre conversation. Merci Isabelle Coutan, merci Thierry Guidet pour votre participation. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette table ronde. Nous poursuivons entre 16h et 17h30 avec 4 lettres de l'abécédaire, Anonymat, Émancipation, Jacques Chirac et Faire Peuple. Et nous nous retrouvons pour une autre table ronde entre 18h et 19h30 autour de la question « Qu'est-ce qu'un art populaire ?», avec Joël Daigneaut et Jérôme Rossi, animé par Jean-Michel Vienne. Merci beaucoup. Au revoir.